Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on a très peu parlé jusqu'à présent parce que force est de constater que jusqu'à maintenant, on a surtout parlé d'histoire des femmes blanches. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux droits des femmes autochtones à travers l'histoire au Québec. Et pour cet épisode, j'ai ouvert ma Bible qui s'appelle Brève histoire des femmes au Québec de Denise Baillargeon. Et j'ai pu trouver énormément d'informations sur l'histoire des femmes, comme à chaque fois que j'ouvre ce merveilleux livre. Donc, si vous faites des recherches sur l'histoire des femmes ou que vous vous intéressez à ces questions, je vous suggère fortement de vous procurer ce livre très intéressant. Donc, on va commencer bien sûr avec les femmes autochtones avant la colonisation au Québec. Donc, comme on l'a exploré dans un épisode précédent, les femmes autochtones chez les nations nomades comme chez les nations sédentaires ont une bonne autonomie dans leur communauté en général. Elles ont une sexualité libre. Et on reconnaît leurs droits maternels sur leurs enfants. Elles participent aussi beaucoup à la vie politique, ce qui est très différent aussi des sociétés patriarcales occidentales à la même époque, c'est que la naissance des filles est très bien accueillie dans les communautés. Et aussi, les personnages féminins sont représentés de manière positive dans les mythes fondateurs. Puis ça change pas mal de Marie, qui est à la fois vierge et mère choisie entre toutes par un dieu qui est un vieux 12-6 blanc. Donc, franchement, c'est pas vraiment le rôle le plus nice dans l'histoire. Bref, les femmes autochtones bénéficient d'une grande considération dans leur communauté et on peut vraiment pas en dire autant des femmes européennes à la même époque. Genre, vraiment pas. Comme on en a parlé dans un épisode précédent, les autorités coloniales se montrent plutôt favorables au mariage mixte dans le but de civiliser les femmes autochtones. Mais comme on l'a vu, c'est pas pantoute ça qui va se passer, pour plein de raisons. Les premières religieuses qui arrivent à Québec en 1639, 3 Ursulines dirigées par Marie Guillard de l'Incarnation et 2 Augustines de Dieppe, Marie Grunet et Marie Forestier, désirent instruire et soigner les Autochtones pour mieux les convertir à la foi catholique. Puis encore une fois, c'est pas tout ça qui va arriver. L'hôpital des Augustines est d'abord établi à Sillery, près de la mission amérindienne, est abandonné dès 1644 en raison des attaques iroquoises, ce qui les oblige à s'installer dans la citadelle et à offrir leurs services principalement aux colons. Puis je trouve ça vraiment terrible qu'on parle depuis toujours des attaques si terribles des Iroquois, puis qu'on les décrive comme étant sanguinaires, violentes, alors qu'en fait, les Iroquois devaient juste tellement avoir hâte que tous ces Blancs-là s'en aillent enfin. Puis finalement, les Iroquois n'étaient pas tellement belliqueux dans cette histoire-là. Quand on y pense, ils ont simplement résisté à l'invasion des Blancs. Donc, ma notice historiographique est terminée. Puis, je sais pas c'est quoi le problème des pionnières, appelons autant sauver les filles et les femmes autochtones, mais leur plan choque constamment. Les Ursulines, par exemple, rencontrent une vive résistance de la part des jeunes autochtones qu'elles prétendent civiliser. Même si elles continuent d'en accueillir jusqu'au début du 19e siècle, elles se consacrent très rapidement à l'éducation des filles de colons parce que c'est bien plus simple comme ça. Puis comme d'habitude, l'industrialisation vient vraiment tout empirer. En 1851, le Parlement du Canada uni décide que les Blancs qui se marient avec une autochtone ne peuvent prétendre au statut d'Indien qui est défini par la loi adoptée l'année précédente, alors que les Blanches qui épousent un autochtone acquièrent ce même statut. 18 ans plus tard, le gouvernement fédéral va encore plus loin en décrétant qu'une femme autochtone perd automatiquement son statut d'indienne, de même que la possibilité de le transmettre à ses descendants en épousant un non-autochtone, alors que les hommes conservent ce droit. De plus, la loi de 1869 stipule qu'une femme mariée doit prendre l'identité tribale de son mari et que si ce dernier est expulsé d'une réserve, elle aussi est bannie. En 1874, il y a une autre loi qui précise que les femmes autochtones ne peuvent hériter que du tiers des biens de leur mari, les 2 autres étant légués aux enfants. Puis, croyez-le ou non, mais ça, c'est une amélioration par rapport à la loi de 1869 qui les déshéritait complètement. La colonisation, tout comme l'exploitation des mines, des forêts et des ressources naturelles, avec la construction des premiers grands barrages hydroélectriques, empiète toujours un petit peu plus sur le territoire des peuples autochtones qui doivent trouver de nouveaux moyens de subsistance. Comme le raconte le livre, entre autres, d'Anne Antoinette Capèche, « Je suis une maudite sauvagesse »,
où les faits se passent à Shefferville. Du point de vue des autorités gouvernementales, la sédentarisation des premiers peuples dans les réserves pour mieux les convertir à l'agriculture, ça représente une solution à ce problème-là. Sauf que, dans les faits, il y a vraiment peu d'Autochtones qui adoptent le mode de vie des Blancs pour plein de très bonnes raisons. En 1867, il y a Mary Two Axe Early, une Mohawk de Kanawake, qui fonde le Equal Rights for Indian Women, une association qui se donne pour principal objectif d'obtenir la modification de la loi sur les Indiens, qui, depuis le 19e siècle, les prive de leur statut et de leur droit de vivre dans les réserves si elles épousent des Blancs. Puis, encouragée par Thérèse Casgrain, Two Axe Early dépose un mémoire sur la question devant la commission Byrd, qui recommande l'abrogation des articles de la loi consacrant cette discrimination. Et en 1985, le Parlement canadien adopte la loi C-31 qui redonne le statut d'Indien aux femmes des Premières Nations qui sont mariées à des non-autochtones et à leurs enfants, ce qui leur permet de vivre dans les réserves et de bénéficier des programmes et des services qui y sont liés. Donc, c'était tout pour cet épisode du Petit cours d'histoire féministe. J'espère que vous avez appris certains trucs et on se revoit dans les semaines suivantes pour parler d'un sujet complètement différent, probablement. Donc, merci pour votre écoute et à la prochaine. Puis, by the way, il me reste quelques copies des cahiers du Petit cours d'histoire féministe. Vous pouvez vous le procurer sur Etsy. Le lien sera en dessous de la vidéo. Puis, je dis ça vraiment comme ça, mais si vous aimez le contenu des capsules du Petit cours d'histoire féministe, ben, c'est une très bonne occasion de m'encourager. Et à ce propos, je vais laisser aussi le lien vers mon Patreon. Donc, si vous voulez encourager le Petit cours d'histoire féministe, vous avez et avoir toutes sortes d'avantages, c'est une bonne occasion de le faire et de me permettre de continuer à faire de la vulgarisation historique.